Au sommaire ce soir, la mise en place du RDS qui touchera tous les revenus à compter du 1er février, y compris les gains des jeux. L'internationalisation du conflit tchétchène avec une prise d'otage dans un ferryboat turc. L'ouverture à Milan du procès de Silvio Berlusconi pour corruption. Avant la présentation demain à Marseille de nouvelles mesures en faveur des banlieues en difficulté. Reportage sur la situation des jeunes délinquants récidivistes. Coupe de France de football, tête d'affiche des 16e de finale, Nantes-Monaco. À Melbourne, Jean-Philippe Florian réussit l'exploit d'éliminer Stéphane Edberg. Madame, Monsieur, bonsoir. Le parquet de Paris a ouvert aujourd'hui 2 enquêtes préliminaires à la suite des plaintes déposées par la famille de François Mitterrand, notamment contre l'ancien médecin personnel du président Claude Gubler pour violation du secret professionnel. Le tribunal de Paris se prononcera demain sur la demande de saisie du livre Le Grand Secret, mis en vente par les éditions Plomb. Tout de suite, nous retrouvons en direct du palais de justice Dominique Verdeillan. Oui, Bruno Masur, effectivement, la justice s'est donné une demi-journée de réflexion et probablement aussi, comme lui ont demandé les différentes parties lors de cette audience cet après-midi, pour lire l'objet du délit, c'est-à-dire le livre du docteur Gubler, Le Grand Secret. Vous le savez, donc la famille de François Mitterrand demande, au nom de l'atteinte au secret professionnel et au nom de l'atteinte à l'intimité de la vie privée, la saisie de l'ouvrage qui est paru ce matin. Alors nous avons assisté à un débat juridique et déontologique avec une question centrale. La santé du président relève-t-elle de la vie privée? Je vous invite à suivre la position des 2 parties que nous avons suivies nous-mêmes cet après-midi avec Raymond Chaplard. Pour Maître Kiechman, le docteur Gubler était jusqu'à hier considéré comme un ami de François Mitterrand. Mais le livre de l'ancien médecin du président comporte, dit-il, des révélations préméditées et intolérables. La maladie appartient, dit-il, à l'intimité d'une personne. Il ne s'agit pas de secret d'État, mais de secret médical. Un médecin ne peut pas trahir son malade. Aucun d'entre nous ne peut accepter le contraire. Et c'est pourquoi j'ai dit que ce débat n'était pas un débat quant à la liberté d'expression. Il était essentiellement un débat sur le respect dû à l'intimité de la personne que l'on soigne et sur la nécessité également de ne pas trahir le serment d'Hippocrate. Du côté de l'auteur et de l'éditeur, le sentiment n'est pas le même. Un chef d'État, disent leurs avocats, n'est pas un patient comme les autres. Et en publiant des bulletins de santé, François Mitterrand, disent-ils, a contribué au débat et à l'infraction. À partir du moment où vous donnez publiquement l'état de santé d'un malade, cela veut dire clairement que vous franchissez l'étape du secret médical. Et le Conseil de l'Ordre, comme je l'ai indiqué, a toléré ces communiqués médicaux. Tiré à 40 000 exemplaires, le livre est déjà introuvable dans de nombreuses librairies. Demain à 14 h, la justice décidera ou non de le retirer de la vente. Pourtant, le grand secret n'est déjà plus un secret pour personne. Après beaucoup d'autres responsables politiques, dès hier, François Bayrou, ministre de l'Éducation, durant la 2e cohabitation, a déclaré à son tour n'avoir jamais ressenti le moment où François Mitterrand ait cessé d'être à la hauteur de sa fonction présidentielle. Danielle Mitterrand, qui était aujourd'hui au Parlement européen de Strasbourg, où elle assistait à la remise du prix Sakharov, a été interrogée sur les derniers développements de la polémique autour de la maladie de son mari. Est-il possible, ou avez-vous connaissance que M. Mitterrand ait délivré son médecin du secret médical après sa mort? Non, soyez un peu plus tard. Non, mais c'est une question qu'on peut se poser actuellement. Rubrique consommation maintenant. Dans notre grande série Osons, la BNP a décidé de s'attaquer au tabou de la gratuité du retrait d'argent dans les distributeurs automatiques. Une offensive pour l'instant graduée. Reportage de Florence Duprat et Christian Leroux. Le réflexe gagnant. Il y a un an, la BNP lance ce jeu, une sorte de loterie pour inciter ses clients à utiliser les distributeurs de billets maison. Chaque jour, l'heureux client tiré au sort gagne le montant de son retrait. Aujourd'hui, la banque ne joue plus. Dès le 1er février, elle facturera 5 francs par retrait aux infidèles qui utilisent les distributeurs concurrents plus de 6 fois par mois. Surprise et déception. C'est une façon de piquer un peu plus de fric également. On peut dire que c'est pas grand-chose, 5 francs. D'un autre côté, c'est peut-être l'escalade, j'en sais rien. On n'a pas du tout été informés, ils auraient pu nous envoyer un courrier. Et deuxièmement, si les autres banques ne le font pas, je change de banque, c'est évident. La mesure est impopulaire, même si elle touche en fait peu de clients. Les Français font en moyenne 30 retraits par an avec leur carte bancaire, soit moins de 3 par mois. Ceux qui l'utilisent un peu trop souvent dans d'autres réseaux coûtent cher à la banque. Et pourtant, la BNP touche elle aussi 5 francs à chaque fois qu'un client d'une autre banque utilise ses distributeurs. Pour la BNP, il y a beaucoup plus de retraits faits par nos clients sur des distributeurs de la concurrence que l'inverse. Et donc nous subissons à ce titre
un déficit important qui se compte en dizaines de millions de francs, et c'est ce déficit que nous voulons réduire par cette facturation. Pas d'accord, l'association des usagers de la banque dénonce cette pratique. Le banquier ne peut pas, et il faut le rappeler, modifier le contrat bancaire, c'est-à-dire le contrat carte bancaire qui le lie à son client, ni modifier la tarification de manière unilatérale et arbitraire. Confrontés à l'érosion de leurs marges, les banques font valser les prix des services bancaires. La BNP a franchi un pas de plus en osant s'attaquer à la gratuité du retrait d'argent. D'autres pourraient suivre. La proposition faite hier dans ce journal par Édouard Balladur d'un report du paiement du premier tiers provisionnel pour relancer la consommation des ménages. Cette proposition n'a pas franchement séduit le gouvernement. Lors du Conseil, ce matin, le ministre délégué au budget, Alain Lamassoure, a déclaré « Vu l'état des finances publiques, c'est un exercice que je ne sais pas faire ». D'autre part, lors des questions au gouvernement cet après-midi à l'Assemblée, Alain Juppé a répondu assez sèchement aux baladuriens qui proposaient de différer la mise en place du remboursement de la dette sociale. Pour le Premier ministre, cela serait, a-t-il dit, dangereux pour aujourd'hui et pour demain. Le RDS sera donc appliqué à tous les revenus à dater du 1er février, y compris, et c'est une nouveauté, au gain des jeux. Jean-Paul Chapelle. Ils ont misé sur le mauvais cheval. Ici au PMU, les joueurs croyaient échapper à tout impôt. Aujourd'hui, ils viennent d'être rattrapés par le RDS. Le turfiste qui supporte déjà tout l'édifice de l'élevage des courses en France, eh bien un jour sera écœuré, eh bien ira jouer au dé dans la rue. La plupart des joueurs sont des salariés, sont des RMistes, sont des chômeurs, sont déjà prélevés de ce RDS. Si à cela on doit encore rajouter un RDS supplémentaire sur le prélèvement de leurs gains, c'est une injustice flagrante et c'est même du vol autorisé. Déjà les codes que vous voyez ici, il y a 30% déjà qui nous ont déjà pris par l'État. Quand vous versez 100 francs, vous avez joué sur un cheval, il y a 30 francs qui va pour l'État. Vous ne trouvez pas que c'est assez, non? Justement, l'État, lui, trouve que ce n'est pas assez. Il n'a pas épargné le loto, ni tous les autres jeux, faciles et pas chers. Quand on gagne, le plaisir de gagner, si on a un peu qui part à côté, il en reste toujours, non? Je pense que ça ne m'empêchera pas de jouer parce que c'est le seul jeu auquel je me livre. En parlant du jeu, je n'ai pas parlé d'autre chose. Même dans leur plaisir solitaire, les accros du jeu ont désormais une noble satisfaction. Eux aussi participent désormais au sauvetage de la Sécu. Autre mauvaise nouvelle, on parle d'une augmentation prochaine du prix du timbre-poste qui passerait de 2,80 francs à 3 francs. D'autre part, le gouvernement envisagerait également une baisse du plafond des livrets A de caisse d'épargne, avec un dépôt maximum non plus de 100 000 francs, mais de 30 000 francs par livret, le nombre de livrets par famille pouvant être également limité. Ce n'est qu'un projet pour l'instant. Pour relancer la consommation, toujours, le gouvernement envisage également de transférer dès le mois de juillet 2 points de cotisation maladie sur une CSG qui serait élargie à la quasi-totalité des revenus. Précision, Laurent Bailly. Bonne nouvelle pour les 19 millions de salariés en France. Leurs cotisations maladie vont baisser de 2 points à partir de juillet, passant de 6,8% du salaire brut à 4,8%. Dans l'absolu, ce serait aujourd'hui 124 francs de plus sur la fiche de paye d'un salarié au SMIC, 200 francs pour un salarié à 10 000 francs. Évidemment, avec l'entrée en vigueur de la nouvelle taxe, le RDS, en février, le gain sera plus faible. Mais c'est tout de même un petit cadeau dont le gouvernement espère qu'il stimulera la consommation. Cela favoriserait une croissance économique aujourd'hui en panne. De son côté, l'État n'y perdra rien puisque dans le même temps, la CSG sera élargie à quasiment tous les revenus. C'est surtout l'épargne qui est visée par cette extension de la CSG, là encore pour inciter le citoyen à devenir plus ardent consommateur. À l'étranger, le conflit tchétchène est en train de s'internationaliser avec une prise d'otage en Turquie. Un commando retient en effet les passagers d'un ferryboat turc, dont un grand nombre de passagers russes, et exige en échange la fin de l'opération au Daghestan. Sur place, les Russes semblent au contraire avoir renoncé à sauver de nouveaux otages et auraient décidé de raser purement et simplement le village où est retranché ce commando tchétchène. Tout de suite, le point avec notre correspondant Dominique Derda. Toujours plus fort. Dans l'arsenal des forces armées russes, après les hélicoptères, les canons et les chars, voici les lance-roquettes multiples, les fameux orgues de Staline. Ce matin, au 3e jour des combats, ils entrent en action et pilonnent le village où sont retranchés les combattants tchétchènes. Bientôt, il ne restera plus rien de Pierre Vomaïskoye.
plus rien non plus des 130 otages qui s'y trouveraient encore. Celui-ci fait partie de la trentaine qui a réussi à s'enfuir hier. Pour les autres, il est trop tard. D'ailleurs, le porte-parole de l'ex-KGB affirme qu'ils sont déjà tous morts, que les Tchétchènes les ont abattus. Comment le savez-vous ? Ose lui demander un journaliste étranger. Si je vous le dis, c'est que c'est officiel. D'où proviennent ces informations, c'est notre problème. C'est clair ? C'est clair en effet. Comme l'était depuis le début la volonté de Moscou de frapper coûte que coûte sans se soucier de la survie des otages. Comme l'était aussi l'inévitable engrenage. Car il n'était pas nécessaire d'être un grand stratège comme le Kremlin en compte tant pour prévoir que les indépendantistes ne resteraient pas les bras croisés. Ils viennent donc coup sur coup d'enlever une trentaine d'employés d'une centrale électrique de Grozny et 37 ouvriers russes chargés de réparer les dégâts de la guerre dans un village au sud de la capitale. Au total, il y aurait sur le territoire tchétchène près de 80 nouveaux otages dont on est sans nouvelles. Mais ce n'est pas tout, loin de là. Les indépendantistes ont voulu montrer qu'ils pouvaient frapper hors des frontières de la Russie. La nuit dernière, ils se sont emparés de tout un car ferry dans le port turc de Trébizonde. À son bord, 200 passagers et membres d'équipage. Parmi les touristes, 144 citoyens russes. Les Tchétchènes menacent de faire sauter le navire si l'assaut sur Piavo-Maïskoye n'est pas interrompu immédiatement, si les combattants qui s'y trouvent pris au piège ne peuvent regagner librement leur montagne. Le Kremlin se trouve ce soir dans une situation inextricable. À vouloir montrer sa détermination à Piavo-Maïskoye, Boris Yeltsin a largement sous-estimé les capacités de résistance des Tchétchènes. Il devrait pourtant savoir, après plus d'un an de guerre, que la force ne résoudra rien, qu'il ne peut y avoir en Tchétchénie que de paix négociée. Même lorsqu'il est en mauvaise posture, Silvio Berlusconi reste un homme de télévision. L'ancien président du Conseil italien a en effet accepté la présence des caméras à l'ouverture de son procès à Milan. L'homme d'affaires italien, qui est poursuivi pour corruption, accuse à son tour les juges et se dit victime d'un complot politico-judiciaire. Récit de notre envoyé spécial Alain Chalvon. Pas de doute, la salle d'audience du tribunal de Milan est moins belle et moins confortable que les palais dorés du pouvoir ou les conseils d'administration auxquels Silvio Berlusconi est habitué. S'il s'est dérangé pour son procès, c'est, dit-il, par respect pour la justice. C'est que Silvio Berlusconi joue sa carrière politique, car après ce procès, il y a une demi-douzaine d'autres affaires en cours d'instruction qui vont de dessous de table versés pour l'achat d'un footballeur pour le Milan AC à des pots de vin, 30 millions de francs, donnés à l'ancien Premier ministre Bettino Craxi. Et même ses meilleurs amis politiques en conviennent, cela commence à sentir le roussi. S'il devait être condamné, son activité politique pourrait être naturellement compromise. Alors, Berlusconi contre-attaque sur le plan politique avec une cible favorite, Di Pietro, l'ex-magistrat qui l'a fait inculper. À partir du moment où il a enquêté sur la garde des finances et sur mon groupe, il est sorti de son rôle de magistrat pour se ménager une fulgurante carrière politique. Arroseur arrosé, Di Pietro, devenu simple citoyen, va lui-même devoir affronter la justice pour abus de pouvoir et concussion. Cela ne l'empêche pas d'être au zénith dans les sondages. Alors, tentant, oui, tentant d'entrer en politique, tellement tentant que les amis de Berlusconi font vite leur compte. Di Pietro monte. Il est à 83% d'opinion positive parce que les Italiens comprennent bien qu'il s'agit d'un imbroglio, d'une manœuvre, d'une intrigue politique. Et l'opération est certainement conduite par d'autres. Je dirais par des conseillers. Des mauvais conseillers de Berlusconi. Lâché par ses amis, Berlusconi a eu par-dessus le marché en arrivant ce matin au tribunal la mauvaise surprise de trouver sur son chemin une manifestation en faveur de Di Pietro. En France, l'industrie d'armement terrestre se porte bien mal. Les pertes cumulées de Giat Industries entre 90 et 94 se sont en effet élevées à au moins 5,2 milliards de francs. Un plan de sauvetage va être élaboré avec les salariés et les élus locaux pour trouver les solutions les moins douloureuses possibles sur le plan de l'emploi. Reportage de Thierry Tuillier et de Jean Cornu à Salbris, dans le Loir-et-Cher, où la fermeture du site serait une véritable catastrophe locale. Salbris, 6000 habitants et rien en apparence qui ne laisse supposer que la ville est un des principaux centres de production de l'armement français. Rien, si ce n'est ces rues aux noms évocateurs et à l'écart de la ville, ces entreprises nationales pourvoyeuses d'emplois pendant de longues années, mais aujourd'hui en difficulté.
Salbris sans industrie d'armement, dans un premier temps, c'est une ville sinistrée, dans la mesure où on se retrouvera avec des pertes d'emplois considérables. Ça va représenter d'énormes difficultés pour le commerce local, ça va représenter d'énormes difficultés pour les services publics, je pense notamment aux écoles. Car c'est le temps des révisions déchirantes. Giat Industrie, spécialisée dans la production de munitions, est en crise. On parle ici d'une fermeture prochaine du site, une catastrophe pour l'économie locale. La fermeture du site veut dire la suppression de 270 emplois sur le site même, mais ça implique une suppression beaucoup plus importante, autour de 1000 emplois sur le bassin. Il demande à l'État de respecter ses engagements, qui la privent là déjà 5 ans. En ville, l'inquiétude est grande, car la fin de la manne militaire, c'est à coup sûr la fermeture des entreprises de sous-traitance et des commerces. Toutes les industries ferment petit à petit. Pour nos jeunes, c'est une catastrophe. Il y a des mutations, tout le monde part en grande ville et non, ça devient vraiment, même pour le commerce, pour tout, pour l'environnement, pour tout. Le Charles Leclerc, dont Salbris fournit les munitions, devait être le fleuron de GIA Industrie. Il se révèle être un gouffre financier. Et comme l'armée française doit elle aussi s'imposer des économies, alors depuis quelques mois plane au-dessus des industries de l'armement le spectre de la sidérurgie et de ses restructurations douloureuses en termes d'emploi. Lors de ses vœux à la presse, Alain Juppé, qui se veut à Matignon jusqu'aux législatives de 98, a placé son action sous le double signe du dialogue et de la relance. Relance de la consommation, nous l'avons vu tout à l'heure, dialogue avec les syndicats bien sûr, mais aussi dans un premier temps avec une majorité de plus en plus frondeuse. Carole Comon. Reprendre la main, c'était visiblement l'impératif du Premier ministre en ce début d'année. D'abord, rappeler l'objectif, les élections législatives de 98. Manière d'affirmer qu'en dépit des rumeurs, Alain Juppé entend bien durer à Matignon. Ensuite, reprendre contact avec les parlementaires de la majorité. Une majorité toujours divisée, comme le montre l'offensive des baladuriens contre la politique économique du gouvernement. D'où la règle de conduite proposée aujourd'hui par le Premier ministre. Je vous propose une règle très simple. Nous devrions, chaque fois que vous ou nous, vous la majorité, nous le gouvernement, nous lançons une idée, nous prenons une initiative, nous tenons un propos, nous devrions nous demander est-ce que c'est utile à la majorité et au gouvernement? Est-ce que ça sert la majorité et le gouvernement ou est-ce que ça le dessert? Une proposition formulée en l'absence remarquée d'Édouard Balladur ou de François Léotard et diversement accueillie par les parlementaires. Nous travaillons ensemble pour notre pays, mais ce n'est pas pour ça que nous sommes tous immédiatement calqués sur le même moule. Il ne faut pas croire que appartenir à la majorité, c'est être nécessairement un godillot. Il faut être positif et actif. Devant les difficultés à venir, le Premier ministre a aussi promis dialogue et proximité. Application pratique dès demain avec la présentation du plan banlieue à Marseille. Ce début d'année ressemble fort à la mise en place des conditions de ce nouveau départ, espéré en vain depuis des mois par Alain Juppé. La CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, va enquêter sur une sombre affaire de fichiers électoraux découverts par le nouveau maire socialiste du 3e arrondissement de Paris. Selon cet élu, un disque dur resté dans l'ordinateur de la mairie apporterait la preuve qu'il y a eu de faux inscrits sur les listes électorales et fait apparaître certains renseignements personnels concernant certains électeurs. Enquête Javi-Tambert, François Granier. Le travail a été méticuleux, l'informatique en a gardé la trace. Dans ce disque dur, une longue série de fichiers. Dans l'un d'eux, 883 noms soigneusement archivés, 883 personnes inscrites pendant au moins 6 ans sur les listes électorales du 3e arrondissement de Paris, où elles n'ont aucun domicile. Bon, vous voyez par exemple cette personne dont l'adresse réelle est ici, donc à Boulogne, et qui a utilisé une adresse fictive dans le 3e arrondissement pour pouvoir voter dans cet arrondissement. Cette électrice faisait partie de la liste et avait accepté le système. En 92, elle était à la recherche d'un appartement. Elle préfère aujourd'hui rester anonyme. J'en ai parlé à quelqu'un qui m'a proposé si je voulais bien m'inscrire, un appartement, si je voulais bien m'inscrire sur les listes électorales du 3e. Ce que j'ai fait et au bout de 2-3 mois, j'ai eu mon appartement. Et après, on vous a demandé de faire ça pour d'autres gens? Pas après, mais on m'a dit que si je pouvais emmener d'autres électeurs, que ce serait bien. Il y a eu, employons le mot, triche sur les listes électorales pour faire en sorte que cet arrondissement reste dans la majorité municipale de l'époque.
D'autres listes, d'autres fichiers, cette fois ce sont d'authentiques électeurs qui sont recensés, mais les noms sont parfois accompagnés de mentions particulières. Aussi bien le fait d'avoir voté ou pas, d'avoir répondu favorablement ou défavorablement aux enquêtes faites par téléphone avec les mentions « je suis socialiste »,« je suis sympathisant RPR »,« je suis favorable ou hostile au marché des enfants rouges ». Premier à être mis en cause, Jacques Dominati, l'ancien maire UDF de l'arrondissement, n'a pas souhaité être interviewé. Mais il dénonce ce qu'il appelle un montage évident. En ce qui concerne le fichier, explique-t-il dans un communiqué, je n'ai connaissance d'aucun fichage de quoi que ce soit. La loi, affirme-t-il, autorise et rend public le fichier des électeurs dans toutes les communes. La loi au nom de laquelle 3 plaintes aujourd'hui sont déposées dans cette affaire. La CNIL, Commission informatique et liberté, est saisie. Ces investigations doivent débuter demain. Et ce soir, dans un communiqué, Jacques Dominati parle d'allégations diffamatoires de l'actuel maire socialiste du 3e et affirme qu'il se réserve de leur donner la suite judiciaire qu'elle mérite. En recevant hier l'ensemble des élus corses à Matignon, Alain Juppé s'est déclaré tout à fait déterminé à parvenir au rétablissement de l'ordre républicain dans l'île. Dans une interview au Figaro, le Premier ministre s'interroge, me demande si, dit-il, pour sortir de l'impasse, il ne faut pas demander à nos concitoyens corses d'exprimer clairement leur volonté. Une phrase qui a provoqué une certaine perplexité sur place. Reportage de nos envoyés spéciaux Guylaine Chenu, Bruno Giraudon. La Corse n'en finit pas de s'interroger. Le débat sur l'avenir de l'île a même gagné ses hauteurs. Dans le village d'Afa, le maire, Félix Luciani, avoue ne plus très bien comprendre. Entre la visite du ministre de l'Intérieur il y a 4 jours et les propos tenus hier par le Premier ministre, il reconnaît ne plus très bien savoir si la Corse va ou non vers plus d'indépendance. Alain Juppé a évoqué la possibilité d'un référendum sur l'indépendance, une agression pour Félix Luciani. Les Corses ne demandent pas ça du tout. Ils sont dans leur immense majorité, et ils l'ont démontré au fil de l'histoire, attachés à la France et à la République. L'actualité aujourd'hui, c'était surtout la réunion des élus corses à Matignon. Dans les milieux nationalistes qui ont entamé un dialogue avec Jean-Louis Debré, on ne voulait y voir qu'un geste pour rassurer les élus. C'est une montée au créneau et c'est à la limite des revanchards qui essayent de prendre le pas sur les avancées que pouvait amener la visite de M. Debré. Et toujours au centre des discussions, les éventuelles négociations entre le gouvernement et le FLNC historique. Pour certains, non seulement elles ne font aucun doute, mais les élus corses auraient, malgré leurs protestations, favorisé régulièrement les mouvements nationalistes. Elle a néanmoins négocié avec une certaine frange de la clandestinité, certains soutiens financiers, certaines subventions, et donc elle a joué un double jeu en croyant gagner du temps, en croyant qu'elle allait échapper à la tempête. L'avenir, la légitimité des élus, l'état de droit, la Corse n'en finit pas de s'interroger et de douter, comme si plus personne ne savait très bien de quoi demain sera fait. L'abbé Pierre à l'Élysée, la personnalité préférée des Français, accompagnait les membres du Haut Comité pour le logement des défavorisés, venus remettre au président de la République leur dernier rapport annuel. Un rapport qui reconnaît que des efforts ont été faits, mais que les résultats sont localement très divers et inégaux, et surtout qu'ils sont loin d'être à la hauteur des besoins. Lors de sa campagne présidentielle, Jacques Chirac avait annoncé un véritable plan Marshall pour les banlieues en difficulté. Ce plan dévoilé demain à Marseille par Alain Juppé a été finalement baptisé Pacte de relance pour la ville, le Premier ministre souhaitant mettre en avant l'idée d'une nouvelle dynamique concertée entre l'État et les différents partenaires. Parmi les mesures qui seront annoncées demain à Marseille, la création d'une 50aine de centres supplémentaires destinés à accueillir les jeunes délinquants récidivistes. Reportage de Maryse Burgot et de Frédéric Bonnet dans ce que l'on appelle aujourd'hui un centre ouvert. Moi j'ai pour habitude de ne pas faire de cadeaux. Quand ça se passe bien, je le dis. Quand ça se passe mal, je le dis également. T'es quand même sorti sans autorisation hier soir. Ouais, mais c'est la dernière fois, ça, je vous promets, quoi. De toute façon, ça m'a servi de leçon et ça, je peux vous assurer que c'est la dernière fois. Un mauvais moment a passé. Il a fugué pendant une nuit, il vient tout juste de rentrer au foyer. Confrontation tendue avec la directrice du centre. En tous les cas, pas de sortie cette semaine. On verra ça la semaine prochaine. Nous sommes à Rennes, dans un foyer d'hébergement pour mineurs, géré par le ministère de la Justice. Une quinzaine d'adolescents placés là, soit parce qu'ils sont en danger dans leur famille, soit parce qu'ils sont délinquants. Tout ce que je fais, de toute façon, c'est pour me prouver que je suis pas rien du tout. Moi, je suis Karim et puis voilà, quoi. Et je veux prouver que je suis capable de faire quelque chose de mes 10 doigts. Et c'est peut-être pas la bonne idée, quoi, mais je sais pas.
Et chaque coup que j'essaye de faire quelque chose, quoi, tout de suite ça marche pas et tout. Puis quand je vole, quoi, ça marche tout de suite. Voler pour se prouver qu'il existe. C'est d'abord pour le faire sortir de cette logique que Karim a été placé en foyer. Car ici, on ne punit pas, on éduque, le grand principe en matière de justice des mineurs. Pas de barreaux aux fenêtres, le foyer est ouvert. Avant chaque sortie, on est quand même prié de demander son avis à l'éducateur de permanence. Et tu fais en sorte de tout acheter aujourd'hui, hein, qu'il te manque rien, parce que tu vas pas retourner à chaque fois faire les courses. Foyer ouvert, trop ouvert, diront certains, mal adapté, diront les autres, aux cas les plus lourds. Il a 17 ans. Cambriolage, vol de voiture, complicité d'assassinat, Didier est ce qu'on appelle un mineur délinquant multirécidiviste et son placement en foyer ne l'a pas vraiment transformé. J'ai pas été en prison encore, c'est ça qui... Pourtant c'est au-dessus de ma tête, quoi. La prison elle peut tomber du... Si je refais une autre connerie encore, ça c'est sûr, ça j'y vais, quoi. Mais tant que j'ai pas été, quoi, c'est pas... Pour moi, ça me fait rien, quoi, encore. Des mineurs bénéficiant d'une certaine impunité, ces derniers mois, l'idée a fini par s'imposer, entre autres, dans les rangs de la police. Non, je ne suis pas d'accord, il n'y a pas une impunité. Il y a effectivement, on a l'impression, il y a des lois qui protègent effectivement les mineurs, qui les protègent plus que les majeurs, et je pense que ça c'est bien, hein, parce qu'on n'est pas aussi mûr dans sa tête à 16 ans qu'on l'est à 25. Le gouvernement proposera pourtant demain la construction d'une trentaine de nouveaux centres au règlement beaucoup plus strict. Spécialement créés pour les mineurs les plus durs, les sorties seront accordées au compte-gouttes, l'ultime recours avant la prison. Ce pacte de relance pour la ville devrait également mettre en avant le rôle indispensable joué par l'école pour l'insertion des jeunes dans les zones d'éducation prioritaire. On recense actuellement en France un peu plus de 500 ZEP qui regroupent 11% des enfants scolarisés. Reportage Marie-Pierre Farkas, Jacques Gérard. Ivry Collège Molière. L'établissement classé difficile est interdit aux profs débutants. Pascal Granger n'est qu'en stage d'observation de la vie scolaire en banlieue. Première séance, l'atelier de soutien des 6e, ou comment apprendre à travailler à des élèves qui n'en ont pas toujours le goût et rarement les moyens. Ce qu'on travaille maintenant, et je sais apprendre mes leçons. Donc, oui, mais comment tu peux déjà critiquer, je n'ai pas donné les conseils. Parce que moi j'arrête pour la TP. Et c'est à ça que ça sert. C'est le plus difficile pour des enfants comme vous, qui sont très sollicités par la publicité, par la télé, la radio, etc., c'est d'apprendre à vous concentrer. Sans musique, je ne sais pas travailler. Bon, Béatrice, l'interrogation d'anglais où tu as eu une relativement mauvaise note, tu avais appris avec de la musique ou sans? Sans musique, c'est pour ça que j'ai une mauvaise note, justement. Ah. Blanc, là. Je dois faire mes informations, donc dans ma chambre, il faut que je prenne l'habitude, mais moi, j'aime pas. Même sans musique, j'aime pas le calme. Alors, première chose, vous rentrez chez vous, vous avez une leçon à apprendre. Est-ce que vous vérifiez avant, par exemple, que vous avez bien toute la leçon? Je fais tout le temps ça, alors... Eh ben c'est formidable, alors. Eh ben ça sonne. Bien. On m'avait dit, la banlieue, c'est dur. Bon, j'étais parti pour quelques années de souffrance. Hein. Et puis j'ai eu des cas comme ça où on m'a dit, voilà, tu vois, c'est horrible, bon, tu risques d'être assassiné, enfin bon, rentrer fatigué, déprimé, etc. Et puis je trouve que ces enfants ont pas mal d'énergie. Et en fait, moi, je préfère travailler avec eux parce qu'on se dit, bon, ce qui m'a étonné ici, c'est que j'ai l'impression qu'on peut faire quelque chose. Après 2 jours d'immersion, les 37 stagiaires n'ont plus peur des collèges à risque. En 48 heures, ils ont compris que des profs et un proviseur expérimentés peuvent en quelques années amener 80% des élèves jusqu'au BEP. Pendant 8 ans, on a travaillé, pendant 8 ans, on a fait l'analyse de nos erreurs, pendant 8 ans, on a essayé d'être plus performant. Voir fonctionner une ZEP, enfin un établissement ZEP, c'est formateur pour tout le monde et n'importe où. Je veux dire qu'on a vraiment des choses à apprendre, à observer, à reprendre pour soi et à adapter dans notre pratique quotidienne et où qu'on enseigne, je pense. Même à Louis-le-Grand, je pense. Il y a sûrement des choses qu'on a vues ici qu'on pourrait utiliser à Louis-le-Grand, très certainement. Au Collège Molière, l'équipe pédagogique travaille 10 heures par jour, en liaison plus souvent qu'ailleurs avec la police, les juges ou les assistantes sociales. Mais les enseignants sont unanimes sur un point, enseigner ici, c'est être prof à part entière. Cet après-midi, à l'Assemblée, Laurent Fabius a qualifié de bluff ce plan gouvernemental sur les banlieues. À ce propos, Gérard Leclerc recevra demain à 7h50 dans les 4 vérités Harlem Désir, secrétaire national du PS, chargé précisément de ce dossier.
Au Japon, les cloches des temples de Kobe ont carillonné aujourd'hui en souvenir des victimes du tremblement de terre il y a tout juste un an. Un tremblement de terre qui avait fait alors plus de 6000 morts et laissé plus de 300 000 habitants sans abri. Valérie Hermite. L'ampleur, 7,8 sur l'échelle de Richter. Préparée, la population se met tout de suite à l'abri, alors que les sauveteurs se rendent immédiatement sur les lieux, rapides et efficaces. C'était ce matin au Japon, mais c'était du cinéma, juste un exercice. L'ampleur, 7,2 sur l'échelle de Richter. C'était il y a tout juste un an au Japon. Et la population, pas assez préparée, n'a pas eu le temps de se mettre à l'abri. Quant au secours, ils mettront près de 24 heures pour arriver en masse sur les lieux. En 20 secondes, Kobe, la 5e ville du pays, a partiellement été rayée de la carte et le bilan fut très lourd. Plus de 6 000 morts, près de 35 000 blessés et quelques 300 000 sans-abri. Depuis un an, les autorités nippones se sont surpassées pour tenter d'effacer les traces du sinistre. L'autoroute surélevée qui était tombée comme un vulgaire château de cartes sera dans moins d'un an totalement reconstruite. Le gouvernement a déjà investi 160 milliards de francs à Kobe, dont la destruction aurait coûté 500 milliards de francs. Dans le quartier d'affaires, la vie a repris ses droits, mais les plus pauvres, les plus touchés par le tremblement de terre, vivent encore dans des préfabriqués ou de simples, très simples, abris de fortune. Football avec tout d'abord le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France qui se dérouleront le 3 février avec, vous voyez en tête d'affiche, le match Nantes-Monaco. 6 rencontres entre clubs de D1 et de D2 sont au programme. Le club amateur lorrain de Blénaud, qui a éliminé Bastia, va affronter un autre club de première division, Le Havre. Et tous les amateurs de foot forment le vœu qu'une nouvelle fois Blénaud réagit. Football toujours avec l'annonce d'une première sélection de 17 joueurs pour la rencontre amicale France-Portugal de mercredi prochain. Le sélectionneur Aimé Jacquet n'exclut pas le retour d'Éric Cantona chez les Bleus, mais il s'est montré nettement plus évasif concernant celui de Ginola. Commentaire Nathaniel Derinxin. À l'heure où la France présente encore ses meilleurs vœux, Aimé Jacquet a lui choisi de présenter ses meilleurs joueurs pour le France-Portugal de mercredi prochain. Surprise, Sabri Lamouchi fait partie de la liste. Révélé il y a 2 ans avec Auxerre en Coupe d'Europe face à Besiktas, ce jeune milieu de terrain représente l'avenir du football français et d'Aimé Jacquet. Du talent, de l'enthousiasme et j'espère une grosse envie de s'imposer. Mais à cette conférence de presse, il fut aussi question des absents. Papin bien sûr, mais surtout Cantona et Ginola, visiblement plus trop à la mode en équipe de France. C'est que l'équipe de France a fonctionné sans eux et qu'on ne va pas rejeter des gens qui ont obtenu la qualification. Je ne fonctionne pas comme ça. J'ai du respect pour les gens. En ce qui concerne Fabien Barthez, Aimé Jacquet a décidé d'accorder une seconde chance à son gardien, suspendu 2 mois pour consommation de cannabis. Barthez a fauté, il est sanctionné, il sait comment je fonctionne, je lui ai dit, j'espère que le terrain fera son œuvre et que, au vu de ses prestations, eh bien, je verrai comment je vais me comporter. Avec ou sans Barthez, Aimé Jacquet compte bien réussir son championnat d'Europe. Une équipe invaincue depuis plus de 2 ans a forcément un certain talent. Aux internationaux de tennis d'Australie, Guillaume Raoult s'est qualifié pour le 3e tour et au tour précédent, Jean-Philippe Fleuriot a réalisé un grand exploit en s'offrant une légende du tennis, l'ex numéro 1 mondial Stéphane Edberg. Commentaire François Brabant. C'est un peu comme si Droupi avait été viré de chez Tex Avery. Avec son air de chien abattu, Stéphane Edberg avait gagné 2 fois l'Open d'Australie. Ce matin, il l'a quitté définitivement, la faute à Jean-Philippe Fleuriot. C'est vrai qu'à bientôt 30 ans, Edberg n'est plus le numéro 1 qu'il a été. Et contrairement à ce qu'il montre ici, ça ne sont pas ses coups qui flanchent, mais ses jambes. Une frappe en bout de course, ça va. 2 à la rigueur. Mais à la 3e, seul salut pour le Suédois, abréger les échanges et prendre le filet. Mais là encore, Florian se montre plus solide que lui. Résultat, le Français s'impose 6-3 au 5e set après 3 heures de jeu. Edberg, on le sait, joue sa dernière saison. Les Australiens ne le reverront plus.
En revanche, ils peuvent s'attendre à voir André Agassi un peu plus longtemps que prévu. Plus de bandage au genou droit, plus de déchets dans son jeu. Oubliez son premier tour très difficile contre Spadea, il a passé aujourd'hui le deuxième en 3-7 secs. Qu'on se le dise, Agassi est à nouveau un gros bras du tournoi, un dur, un vrai, un tatoué. Sorti demain sur nos grands écrans de Fair Game, sorti aujourd'hui même puisque nous sommes mercredi, un film américain avec dans le rôle principal Cindy Crawford, une avocate qui commet l'erreur fatale de vouloir faire saisir le bateau de son ex-mari et qui va se retrouver plongée dans un véritable cauchemar. Reportage Pascal Deschamps, Bernard Puissessou. Cindy Crawford a donc fini par accepter d'abandonner dentelle de lurex et crêpes de Chine pour des matières beaucoup moins nobles, coton élastique et toile imperméable. Mais il faut bien reconnaître qu'il y a certaines situations auxquelles une robe de bal Chanel se prête modérément. Et lorsqu'on est une avocate de Miami que des tueurs aussi déterminés qu'outillés veulent supprimer, il vaut mieux avoir sa liberté de mouvement. Cindy, actrice, le tout Hollywood en rêvait, un homme l'a fait. Joel Silver, producteur de L'Arme Fatale, a fini par emporter le morceau. Des scénarios, j'en ai reçu des tonnes, mais dans la plupart d'entre eux, on me proposait juste des rôles de filles qui se déshabillent ou des rôles de mannequins. Et j'avais vraiment aucune envie de jouer ce genre de choses. Mais Joel Silver a été à la fois le premier à me proposer de faire du cinéma et le plus têtu. Il m'a offert plusieurs scénarios et j'ai choisi celui-là parce qu'il me plaisait vraiment. Précision qui a son importance, l'égratignure, bien sûr, c'est pour de faux. Mais quand elle ne prend pas de coups, Cindy n'hésite pas à en donner. Ce qui m'intéressait surtout, c'est la relation avec le personnage joué par William Baldwin. C'était une jolie droite, Cactus. Le premier film de Cindy Crawford, c'est donc ça, 1h30 d'action sans répit. Mais bien que réalisé et produit par des spécialistes du genre, le film n'a convaincu ni les critiques ni le public américain. Déçu mais pas désespéré, Cindy ne renoncera pas pour autant à cette toute nouvelle carrière. Après une pseudo-star, les vraies étoiles, dans notre série on vit une époque réellement formidable. Les dernières observations du télescope spatial Hubble qui font la joie des scientifiques. Hubble a observé en effet une fenêtre près de la Grande Ourse, en gros un grain de sable tenu à bout de bras. Et dans cette infime portion de l'univers, les astronomes ont dénombré entre 1500 et 2000 nouvelles galaxies. Jean-Claude Alanic. Il va falloir encore une fois réviser nos notions d'astronomie et c'est toujours la faute à Hubble. Avant que le télescope géant américain ne soit lancé dans l'espace, tout était simple ou presque. On pensait qu'il y avait 4 milliards de galaxies. En scrutant le fin fond de l'univers, Hubble a carrément fait passer leur nombre à 20 milliards. Et ce n'est pas fini. Ces dernières semaines, ce sont 2000 nouvelles galaxies qu'il vient de détecter dans un tout petit coin du ciel, près de la Grande Ourse. Alors tous ces points, chacun de ces points, y compris les plus petits, représente une galaxie dans notre univers, une galaxie qui est peut-être semblable à la nôtre, notre galaxie, la Voie lactée, qui contient elle-même 100 milliards d'étoiles. Il faut dire que la grande force d'Hubble, c'est sa vue extraordinairement perçante. Il peut repérer l'équivalent d'une pièce de 5 centimes à 10 km de distance. Mais la grande question est maintenant de savoir jusqu'où Hubble va nous permettre de voir encore plus loin. En clair, nous fera-t-il découvrir un jour la frontière où s'arrête notre univers? Bonne question. Quand une vache rencontre un dinosaure, la Confédération paysanne a choisi de manifester de façon plutôt spectaculaire son opposition à une éventuelle levée de l'interdiction de la viande aux hormones dans l'Union européenne, en occupant, vous le voyez, la superbe galerie de l'évolution du Muséum d'histoire naturelle à Paris. Une cinquantaine d'éleveurs sont parvenus à introduire une vache et son veau au rez-de-chaussée de cette galerie et à y déployer une banderole proclamant « Non aux hormones ». Dernier journal vers minuit en compagnie de Philippe Lefebvre. Bonne fête Rosaline, bon anniversaire à Françoise Hardy. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet. Au programme, nuages bas, brume et brouillard. À demain 20h, excellente soirée, merci.